Een hele goede morgen iedereen. Bonjour à toutes et à tous. J'attends pour que tout le monde peut entrer à l'aise dans le webinaire. On va parler aujourd'hui de la mobiliteit partagée dans les projets de logement. We gaan het hebben over de integratie van deelmobiliteit in woningbouwomgevingen. Nog eens welkom iedereen. Iedereen komt stilstaan binnen. Terwijl dat iedereen binnenkomt, pendant que tout le monde entre dans le webinaire, quelques points d'attention. Vous pouvez toujours désactiver votre caméra et votre micro. Les questions, vous pouvez les poser via le chat et on va les répondre tout à la fin via une session questions-réponses. Nous sommes en train d'enregistrer le webinaire, comme ça on peut le partager par après sur notre site web et par mail. Le webinaire sera bilingue, dans le sens où normalement la plupart des slides seront en néerlandais et on va vous présenter tout ça en français. Vous entendez bien que je ne suis pas francophone, mais j'essaye quand même. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas en français ou en néerlandais, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat. Aujourd'hui, sur le programme, on a une introduction par Martin Lefranc de Bruxelles Mobilité, puis je vais vous présenter les grandes lignes de notre nouveau guide et on va poursuivre ça avec une bonne pratique de Molenbeek, le projet M-Square, où Benoît Brutsard de Thomas et Piron va nous raconter comment il a entamé ce projet. Et on termine donc, comme j'ai dit, avec une session questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, nous sommes prêts pour l'introduction par Martin Lefranc, qui est l'expert Smart Mobility pour Bruxelles Mobilité. Il connaît le projet Good Move par cœur, comme beaucoup d'entre vous, j'espère. Il suit tout ce qui est mobilité partagée de tout près. Et Martin Lefranc, the floor is yours. Hartelijk bedankt, Suzanne. Merci beaucoup et goedemorgen iedereen. Voilà, merci beaucoup à Autodelen.net de m'avoir proposé à faire une petite introduction, une petite présentation. Alors, pendant que je partage mon écran, voici, on y arrive. Voilà, moi, je suis donc très honoré de pouvoir faire un petit mot d'introduction et d'essayer de faire quelques liens avec le travail que nous faisons à Bruxelles Mobilité. Et comme point de départ, je voulais parler de la ville. Je pense que la plupart d'entre nous, si nous faisons le job que nous faisons, le travail que nous faisons, c'est en partie ou en grande partie par le fait que nous sommes passionnés, fascinés et convaincus aussi par la ville et par l'aspect, la dimension vertueuse de sa densité. Et ce qui est très intéressant dans le sujet qui est présenté aujourd'hui et proposé aujourd'hui par Autodelen.net, c'est justement l'aspect assez innovant de combiner la densité, le logement avec la mobilité. C'est vrai que parfois on a tendance à voir la ville avec une déformation professionnelle. Donc moi, par exemple, travaillant pour Bruxelles Mobilité, je vois la ville beaucoup comme une ville de mouvement et de déplacement, mais la ville est avant tout un lieu de vie. Et donc cette approche innovante d'intégrer la mobilité partagée dans les projets de logement, c'est un sujet particulièrement intéressant. Et évidemment, travaillant pour Bruxelles Mobilité, je ne peux pas m'empêcher de vous parler encore de Good Move, le plan régional de mobilité, et essayer de faire quelques liens entre le sujet du jour et ce plan régional de mobilité. Et Good Move a fait l'objet d'une grande phase de concertation avec beaucoup d'acteurs, notamment des citoyens et des associations représentant certaines franges de la population, pour définir ensemble une vision pour la ville. C'était la première étape, la City Vision. Et on voit que pour la plupart, il y a une envie d'avoir une ville verte, une ville sociale, une ville agréable, une ville saine, performante, efficace et sécurisante. Et donc, je pense que des projets et des initiatives comme celles qui vont être présentées aujourd'hui contribuent parfaitement à cette vision pour la ville. La City Vision, c'était donc la première étape du plan Good Move, et elle a été rapidement traduite dans une vision pour la mobilité, ou Mobility Vision, avec 6 éléments principaux. Et donc, j'ai fait l'exercice pour préparer cette petite introduction d'aujourd'hui. J'ai fait l'exercice d'essayer de voir dans combien de ces sujets, de ces thématiques, s'intègre la proposition de Autodelen.net. Et en fait, parmi les 6
grands éléments de la Mobility Vision, il y en a 4 qui sont traités ou concernés en tout cas par l'intégration de la mobilité partagée dans les projets de logement. Et donc, par exemple, il y a la réduction de la demande globale, la diminution de la demande globale de déplacement par le biais de développement urbain dense. C'est le premier sujet. Il y a ensuite la diminution et la réduction du besoin en fait, d'un véhicule individuel, d'un véhicule partagé, par le biais de services et d'intégration qui sont plus attractives pour les utilisateurs et les usagers, les citoyens. Ça, c'est le point 2. Troisièmement, le renforcement des services de mobilité avec une approche de la mobilité servicielle, donc le MaaS, Mobility as a Service, c'est vraiment mettre l'usager au centre des considérations, lui faciliter le plus possible la vie. Et enfin, le 6e point ici, qui concerne la politique de stationnement et qui nous engage et qui a pour ambition en fait de favoriser le stationnement en hors voirie et avec même une vocation à réduire drastiquement l'offre en matière de stationnement dans l'espace public, avec une ambition de réduire de 65 000 emplacements le nombre de places réservées, donc le nombre de places dans l'espace public. Enfin, je terminerai pour Good Move sur le focus des actions, du plan d'action de Good Move qui me concerne particulièrement, qui est le focus Good Service et qui sont toutes des actions, des propositions qui gravitent autour du MaaS. Donc, cette approche de mobilité servicielle, elle est très importante pour le développement de Good Move. Et parmi ces différentes actions, on retrouve effectivement ce qui est proposé par Autodelion.net, ce qui va être présenté, à savoir une centralisation de certains services de mobilité dans des pôles. Ici, je pense qu'on est vraiment dans cette approche-là. Il y a une nette volonté dans Good Move de développer et de faire en sorte que la mobilité partagée prenne de l'ampleur et prenne aussi une part de plus en plus importante des déplacements en région Bruxelles-Capitale, dans une approche aussi de partenariat public-privé, faire en sorte que ces services qui se développent créent aussi un développement économique, mais au service de la mobilité et tout à fait dans la vision de Good Move. Donc, c'est vraiment une situation gagnante entre le secteur privé, les citoyens et l'autorité organisatrice de la mobilité, donc Bruxelles Mobilité, par exemple. De plus, si on rajoute à toutes ces réflexions-là quelques constats, et notamment le fait que des promoteurs immobiliers disent qu'ils ont particulièrement du mal à vendre les emplacements de stationnement qui sont créés, on peut observer que en fait, les quotas de construction d'emplacements et de parking liés au projet de logement n'étaient plus adaptés à la société à l'époque dans laquelle on vit. On constate de plus en plus que ces offres de stationnement, de parking restent vides. Et donc, c'est une tendance quand même assez forte. Et c'est certainement à mettre en lien avec le constat comportemental que des habitudes de déplacement, des habitudes de mobilité sont plus enclines à être modifiées quand il y a des grands changements dans sa propre vie. Par exemple, en changement de travail, en changeant de logement, évidemment, ici on parle de déménagement, on est plus enclin à se poser la question, tiens, est-ce que nous avons encore besoin de notre deuxième voiture ou est-ce que j'ai encore besoin de ma propre voiture dans ce nouveau contexte de vie? Et je pense que cette réflexion-là est d'autant plus pertinente quand il y a une offre de mobilité partagée qui est intégrée dans le projet, dans notre nouveau lieu de vie. Donc, c'est un levier, la proposition qui est faite par Autodelion.net est un levier qui est vraiment très, très efficace et très intéressant et particulièrement innovant. Et enfin, je terminerai par un lien avec une visite que j'ai eu la chance de faire il y a un peu plus de 3 ans à Vienne, en Autriche. Je m'y rendais pour voir un peu ce qui se passait en termes de justement développement de MaaS. Ils ont une application MaaS qui est très, très développée. Mais en plus de cet aspect très high-tech, on est allé visiter des choses qui le sont peut-être un peu moins high-tech, mais tout aussi pertinentes. Et notamment ce projet, qui était à l'époque assez récent en termes de développement de projets immobiliers, dans lequel justement la mobilité partagée était intégrée. Et nous avons eu droit à une visite guidée et une prise en main organisée par les promoteurs, mais aussi par ceux qui proposent le service d'intégration de mobilité partagée dans l'immeuble de logement. Alors, premièrement, on a été séduit et un petit peu marqué par l'audace de l'architecture,
avec ce jaune très pétant qui contrastait bien en plus avec le magnifique ciel bleu que nous avions ce jour-là. Donc on était très enthousiastes de voir ce nouveau projet, mais aussi par l'intelligence et la pertinence de l'intégration de ces services. Et les promoteurs immobiliers ont eux-mêmes reconnu que ça fonctionnait extrêmement, extrêmement bien et que ça leur permettait de devoir moins construire en termes d'offres de parking, mais d'avoir une implication et un intérêt de la part des habitants de ce quartier qui était particulièrement fort et particulièrement riche. Donc, c'est vraiment une proposition qui est très intéressante et je suis donc très, très curieux et très enthousiaste à l'idée de voir ce que Autodelon.net va présenter sur ce sujet-là. Donc, je laisse la place aux experts pour présenter le sujet du jour. Merci beaucoup, Martin, pour cette excellente introduction et je suis curieuse de savoir un peu plus sur cet exemple à Vienne. Je vais certainement essayer de le retrouver. Je vais continuer avec encore quelques slides d'introduction. Parce que je vais aussi vous présenter notre ASBL et aussi juste répéter ce que c'est exactement la mobilité partagée. Autodelon.net, c'est un ASBL qui est active en Flandre et à Bruxelles et nous essayons de promouvoir l'autopartage, la mobilité partagée et la réduction des voitures privées via la collecte d'expertise. On essaye de la distribuer comme aujourd'hui il y a des webinaires entre autres et des guides. On essaye d'influencer les politiques sur différents niveaux. On organise également des campagnes de sensibilisation vers le grand public et on fait partie des expériments. On essaye aussi d'innover pour voir où on peut arriver avec le car sharing. Maintenant, la mobilité partagée, qu'est-ce que c'est? Juste vite répéter ça. La mobilité partagée, c'est l'utilisation structurelle d'un ou plusieurs véhicules par différentes personnes à différents moments. C'est donc encore un peu différent de carpooling, où vous utilisez une voiture avec plusieurs personnes, mais au même moment, sur un moment. Donc maintenant que ça c'est clair, on peut poursuivre avec les avantages de l'autopartage. Vous les voyez autour du cercle. Les grands avantages de la mobilité partagée, c'est que quand vous utilisez une voiture avec plusieurs personnes, ça vous épargne des frais. Vous aurez moins de frais pour les voitures, mais vous aurez toujours une option de mobilité ou même beaucoup d'options de mobilité. Vous serez prête à voir qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi à ce moment-ci, qu'est-ce que je peux utiliser en termes de voiture, en termes de mobilité, sans que vous êtes toujours responsable pour cette voiture-là. Vous n'aurez pas tous les soucis pour cette voiture. Puis, plusieurs personnes, plusieurs familles qui utilisent une voiture, ça veut dire qu'il y aura moins de voitures sur les rues, moins d'espace qui est nécessaire pour ces voitures-là, moins de pollution d'air, moins de nuisances sonores, donc un environnement plus durable. Et ces avantages-là, ce sont tous les acteurs dans le cercle qui peuvent en profiter quand on entame ou quand on commence des projets où on intègre la mobilité partagée dans les projets de logement. Par exemple, le projectant circulaire ou le promoteur, il profite évidemment qu'il ne va pas investir dans les places de parking. Il peut donc investir plutôt dans les appartements ou dans d'autres choses, des espaces verts. Il y aura plus d'espace pour faire autre chose que investir dans les places de parking. Ça vaut aussi pour les habitants. Ils ne seront pas obligés à investir dans un place de parking, mais ils auront toujours l'option d'utiliser une voiture. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la voiture eux-mêmes qu'ils n'auront jamais accès à une voiture. Au contraire, ils peuvent vraiment profiter d'une mobilité efficace. C'est aussi la commune, le pouvoir public qui profite de l'espace qui est libéré. Il y aura moins de voitures sur les rues. Il y aura une offre plus augmentée de la mobilité partagée. Et puis, je n'ai peut-être pas encore vraiment mis l'accent là-dessus, mais les habitants aussi, ils profiteront de l'espace qui est libéré. Ils auront peut-être des appartements plus spacieux, mais ils auront aussi, j'espère, plus d'espace vert dans leur environnement, dans leur quartier.
Tous ces avantages-là, cette histoire de win-win-win nous a inspiré de travailler là-dessus depuis quelques années. On a publié 2 guides sur ce sujet-là en 2019 et 2020. Ce sont mes collègues Esther et Bram qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Mais il faut dire que la situation est quand même différente dans la région flamande et en région Bruxelles-Capitale. Les défis sont différents, la législation est différente. C'est pourquoi nous avons décidé de, en 2021, écrire un guide inspiré ou adapté à la situation bruxelloise. On va la publier aujourd'hui et la présenter à vous dans le webinaire. Qu'est-ce qui est repris dans le guide? On commence avec l'approche structurelle, qui sont les acteurs principaux, quel est le rôle de ces acteurs-là et quel est l'impact juridique, quelle est la législation avec laquelle on doit tenir compte. Puis quelques tips and tricks et évidemment aussi les bonnes pratiques. Et on termine avec l'offre de tous les opérateurs que nous connaissons qui peuvent vous aider avec l'intégration des voitures partagées dans un projet de logement. Aujourd'hui aussi, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous parler de l'approche structurelle. Je vais vous donner quelques conseils et on termine avec la bonne pratique de Molenbeek. D'abord, l'approche structurelle, le cadre. Dans quel cadre est-ce qu'on travaille? Ici, on voit tous les niveaux de règlement de législation dans le secteur de l'urbanistique, de l'urbanisme. Certains sont plus contraignants, certains sont plus stratégiques. Le règlement qui est vraiment important pour nous aujourd'hui, je crois, c'est le RRU, le règlement régional de l'urbanisme, où sont définies les normes de stationnement. Il y a aussi les règlements communaux de l'urbanisme, parfois aussi les plans particuliers de l'affectation du sol, qui parfois ont aussi des chapitres sur le stationnement, mais en général, c'est le RRU qui est le document clé. Et les normes de stationnement, pour l'instant, dans la région Bruxelles-Capitale, il stipule que pour des bâtiments réguliers avec plusieurs logements qui sont construits ou reconstruits, il faut prévoir un minimum une place de parking et maximum 2 places de parking par logement. C'est possible d'avoir une dérogation sur base de quelques conditions. Il faut l'argumenter, par exemple, via l'accessibilité, via les transports publics, le profil de mobilité des habitants, les caractéristiques du stationnement sur la voie publique. Et c'est aussi possible d'avoir des exemptions complètes, excusez-moi, par exemple, plutôt pour les logements sociaux, les logements d'étudiants, d'autres projets de logement plutôt atypiques. Et pour nous, cette possibilité d'avoir des dérogations, c'est vraiment une opportunité de commencer à introduire, à intégrer la mobilité partagée dans les projets de logement. S'il y a une voiture partagée, c'est clair que moins de places de parking sont nécessaires dans une reconstruction d'un bâtiment. Donc, on espère de voir ça beaucoup plus dans le futur. Il y a déjà quelques exemples, évidemment, à Bruxelles, mais on espère avec ce guide de stimuler cette approche-là. Puis, il faut aussi dire que dans la pratique, nous entendons que ces normes de stationnement sont considérées un peu dépassées et qu'en effet, dans la région Bruxelles-Capitale, les comportements changent. Il y a une énorme offre de mobilité et on sait aussi que le gouvernement a l'ambition de changer cette norme-là. Ce n'est pas encore changé, ça viendra prochainement, j'espère. Comment est-ce qu'on travaille avec ce cadre? Quel est le rôle des différents acteurs principaux? Le pouvoir public, la commune, c'est la commune ou la région qui est responsable pour définir la politique et pour la commune, en tout cas, pour délivrer les permis d'urbanisme. Une fois qu'un promoteur ou un projet particulier, il a son permis, il doit conclure un contrat avec l'opérateur de la mobilité partagée pour assurer qu'il y a une voiture partagée dans le projet de logement. C'est aussi une bonne idée d'inclure les détails pratiques dans les contrats achat-vente avec les habitants pour que ce soit clair où sera l'emplacement, mais aussi qui est responsable pour les voitures partagées. Dans certains cas, ce sont aussi les
les habitants, les résidents qui demandent un permis, par exemple dans les projets de co-housing, et qui demandent donc, par exemple, des dérogations à la norme de stationnement via des voitures partagées. Souvent, le contrat entre le promoteur et l'opérateur de la mobilité partagée, ils sont conclus pour une certaine période de 2 ans, 5 ans, et après, c'est à quelqu'un d'autre de gérer la voiture partagée. Donc, ça sera peut-être aux habitants même ou au pouvoir public de gérer ce contrat-là et de rassurer que la voiture partagée aura toujours sa place dans le projet de logement. Encore plus concrètement, comment ça fonctionne? Quelles sont les options quand vous voulez intégrer une voiture partagée ou plusieurs voitures partagées dans votre projet de logement? Il y a 4 options et puis il y a encore des variants là-dessus. Les premières 2 options, là, c'est le promoteur ou le projet qui achète des voitures qu'il veut partager par après. D'abord via sa propre système de réservation ou par exemple via Cozy Wheels qui facilite les réservations et la facturation. Là, c'est toujours le propriétaire de la voiture qui est responsable pour tout ce qui est nettoyage, assurance, réparation, tout ça. Puis, il y a aussi deuxième option des plateformes ou d'opérateurs qui peuvent installer des technologies dans la voiture, par exemple pour le pouvoir ouvrir sans clé. Là aussi, c'est encore plus facile d'avoir une facturation facile, mais c'est toujours la responsabilité de la propriétaire de la voiture de la rassurer, d'avoir une assurance, de la maintien, tout ça. Troisième option, c'est l'option qu'on voit le plus souvent. C'est donc un contrat entre le promoteur et l'opérateur de la mobilité partagée. Et c'est l'opérateur de la voiture partagée qui règle tout, qui est responsable pour toute l'administration, pour tout ce qui est vraiment pratique, le nettoyage, etc. Il faut bien réfléchir là si vous optez pour un système ouvert ou un système fermé. Un système ouvert, ça veut dire que les voitures sont disponibles aussi pour les résidents de quartier, par exemple, tous les résidents de la commune, tous les membres de l'offre de l'opérateur. Si vous optez pour un système fermé, ce sont uniquement les résidents même du bâtiment qui auront accès à la voiture partagée. Cela a bien évidemment un impact sur la rentabilité de la voiture partagée, mais aussi sur l'emplacement que vous choisissez pour cette voiture-là. Mais je reviens sur ce détail important plus tard. Quatrième option, c'est si vous stimulez les habitants à partager leur voiture. C'est une bonne idée, par exemple, dans les projets de co-housing, là, c'est très logique que les habitants vont partager leur voiture, mais si vous espérez d'obtenir une dérogation, nous ne sommes pas certains que ça va vous aider à obtenir une dérogation sur le norme de stationnement, comme la stimulation des habitants n'a pas vraiment d'impact clair. On ne sera pas certain qu'il y aura par après des voitures partagées. Et là, j'arrive chez quelques tips, quelques choses, des choses essentielles à tenir compte avec si vous entamez un projet avec des voitures partagées dans un projet de logement. Tout d'abord, premier point, il faut savoir que la mobilité partagée, ça va plus loin que la parcelle même de projet de logement. Il faut être certain qu'il y a plusieurs options de mobilité disponibles dans le quartier, les transports publics. Il faut se rassurer qu'il y a de bons parkings vélos sécurisés. Et il faut savoir que l'offre de la mobilité partagée, ça aura un impact positif sur le quartier. Il y aura moins de voitures dans le quartier, moins de pollution d'air. Tout ça, ça aide votre demande de permis, je crois, pour la commune. Deuxième point, c'est que des bons accords font de bons amis. Dès le début, il faut être certain et il faut être très clair sur qui sera responsable pour la voiture partagée, qui prévoit le budget, qui gère le budget, où sera l'emplacement de la voiture partagée, qui sera responsable après les premières années. Faites une liste de tout ça et rassurez-vous qu'il y a des bons accords là-dessus.
Troisième point, c'est que chaque projet est différent. Donc, il faut tenir compte de qui seront les habitants, quelle offre de voitures partagées est la meilleure offre pour eux, où est-ce qu'il faut installer l'emplacement, quel budget sera nécessaire. Si c'est un projet vraiment en centre-ville, la rentabilité sera rassurée après quelques années. Sinon, il faut peut-être prévoir un budget plus grand si vous n'êtes pas situé dans le centre-ville. Quatrième point, c'est d'investir sur le long terme. Et ça vaut pour le budget et pour la communication. Nous savons déjà que 9 fois sur 10, la voiture partagée ne sera pas un énorme succès dès la première semaine. Les habitants doivent s'habituer à ça, à ne plus avoir peut-être leur propre voiture. Il faut donc vraiment investir pour que la voiture partagée aura sa place pendant plusieurs années et il faut communiquer dès le début et même avant que les gens sont déménagés. Et je reviens ici sur quelques points essentiels pour la communication. Donc, tout d'abord, prévoir un emplacement très visible, très accessible, de préférence au rez-de-chaussée à l'extérieur. Et si c'est en sous-sol dans un parking, il faut vraiment se rassurer que c'est la place la plus visible, la plus accessible, tout près de l'ascenseur, par exemple, que ce soit vraiment facile à utiliser cette voiture partagée. Et donc, comme j'ai dit, il faut prévoir la communication et l'information avant, pendant et après le déménagement. Dès le moment que les futurs résidents viennent visiter le projet, c'est mieux s'ils savent déjà directement que cette offre existera dans leur bâtiment. Il faut prévoir des séances d'information, il faut prévoir des flyers, des posters, il faut indiquer un point de contact. Et nous recommandons aussi dans le quatrième point de prévoir des incitations financières, comme rembourser l'abonnement pendant la première année, prévoir un crédit de 20 €, 50 €. Comme ça, les résidents seront stimulés à essayer cette offre de mobilité partagée. Et là, j'arrive à la fin d'une vite, j'ai vite parcouru les grandes lignes du guide qui sera publié aujourd'hui. Ils seront plus détaillés dans le guide, évidemment. Là, vous trouverez vraiment tous les détails. Et j'ai le plaisir d'inviter Benoît Brussart sur stage. Il est le manager service développement chez Thomas Piron Bâtiment. Il a travaillé sur un projet à Molenbeek où il y aura une voiture partagée. Normalement, Sandrine Vocard devrait être ici aussi. Aujourd'hui, malheureusement, elle est tombée malade, mais nous connaissons le projet, surtout Benoît. Donc, nous espérons quand même vous raconter tous les détails sur cette bonne pratique à Molenbeek. Bonjour Benoît et merci d'être ici aujourd'hui. Bonjour Suzanne et merci pour votre invitation et l'organisation du webinaire. Avec plaisir. Benoît, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet à Molenbeek, le projet M-Square, et nous expliquer comment il est né? Tout à fait. Le projet M-Square que nous développons à Molenbeek-Saint-Jean, nous l'avons développé avec un partenaire qui s'appelle Burco. On était copromoteur à 50-50. C'est un projet qui rassemble différentes phases et environ 30 000 m². À un moment, on a étudié un lot. Le site étant couvert par un plan particulier d'affectation du sol, un PPAS. On a commencé à travailler avec l'architecte. En fonction des gabarits disponibles, on arrivait environ à 38 logements. Et suivant les prescriptions du PPAS aussi, si on voulait maintenir un seul niveau de sous-sol, on avait une capacité de 17 emplacements de parking. Et donc, on avait une dérogation très importante, mais c'est quand même le permis que nous avons introduit auprès des autorités. Il est apparu lors de la commission de concertation que les autorités ont jugé de la dérogation trop importante. Et donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là que nous avons retravaillé un petit peu le projet en lui-même. D'une part, on est descendu de 38 à 34 unités de logement et on a retravaillé la capacité du parking. Il était fondamental pour nous d'éviter de devoir descendre à 2 niveaux de sous-sol.
parce que l'emprise des rampes était telle que ça rendait tout à fait inefficace l'implantation du parking et pas du tout opportun de descendre à 2 niveaux de sous-sol. Et donc, en retravaillant, on est arrivé quand même à 24 emplacements de parking pour 34 logements, ce qui représentait toujours une dérogation au RRU. Et donc, pour appuyer notre dérogation et notre demande, c'est à ce moment-là que nous avons pris contact avec Cambio, avec la société Impact, pour proposer l'implantation d'une voiture partagée au sein du sous-sol et au sein du projet de logement. Alors, ce n'est pas exactement la première collaboration que nous avions avec Cambio, puisqu'on a déjà une voiture partagée sur un projet à Nivelles, qui fonctionne d'ailleurs très bien. Et il y a d'autres projets que nous étudions également pour essayer d'implémenter une voiture partagée. Il est sûr que pour nous, si les autorités n'acceptent pas de dérogation ou nous demandent un ratio de parking supérieur à 1 ou de 1, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour nous d'aller implémenter une voiture partagée. Parce que de fait, sur pas mal de notre projet, on ne parvient pas forcément à écouler l'ensemble des emplacements de parking au regard du nombre de logements. Donc parfois, nous avons vendu tous nos logements, mais il nous reste un certain nombre de parkings qu'il est plus difficile d'écouler. Mais si évidemment on a une dérogation, à ce moment-là, il y a tout intérêt pour nous à travailler sur ce concept de voiture partagée et d'essayer de faire profiter, de le présenter vraiment comme un plus d'un point de vue commercial pour les futurs acquéreurs, pour les futurs habitants, de dire, tiens, au sein de la copropriété, au sein de votre projet, vous aurez une voiture que vous pourrez partager. Voilà. Ça, c'est un peu la genèse. Et donc, de fait, dans les considérants du permis, l'implémentation d'une voiture partagée était reprise. Oui, donc ce n'était pas repris dès le début dans le permis, mais dans les considérants, donc par après, quand c'était clair qu'il y aura une voiture partagée, la dérogation c'était un des arguments pour lesquels la dérogation a été donnée. Exact. OK. Et donc, je vais prendre le rôle de Sandrine un peu aujourd'hui. Ce qu'elle a proposé en termes de voiture partagée, c'est une voiture Cambio pour commencer. Elle sera en sous-sol. Donc, ce n'est pas encore la meilleure bonne pratique ici aujourd'hui. C'est encore mieux si l'emplacement d'une voiture partagée est au rez-de-chaussée à l'extérieur. Mais ce qu'ils ont fait quand même ce qu'ils vont faire pour les habitants, c'est de leur donner dès le début un welcome pack car sharing avec une carte Cambio. Et puis déjà, si j'ai bien compris, Benoît, c'est Thomas et Piron qui vont rembourser les frais d'activation pour tous les résidents qui sont intéressés et l'abonnement pendant la première année aussi. C'est juste. Ça va peut-être même plus loin puisque nous garantissons quelque part à Cambio que le placement de leur voiture dans le sous-sol reste rentable pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Voilà. Et donc, de fait, nous offrons aux 34 ménages les frais d'activation et l'abonnement pendant 1 an. Pour nous, c'était relativement important et c'est normal dans la relation contractuelle avec Cambio parce que c'est une première. De fait, c'est une première qu'une voiture partagée Cambio soit dans un sous-sol. À Bruxelles, sur les projets neufs, sur un terrain privé installé hors sol aujourd'hui des emplacements de parking, ça ne se fait quasiment plus, ce n'est plus autorisé. Donc, s'il y a une voiture partagée, elle est forcément au sein du parking souterrain. Et ça, c'est bien une première. Et de fait, c'est quelque part une offre commerciale qu'on propose aux futurs habitants, mais c'est également un risque pour la société Cambio, parce que si cette voiture reste stationnée sur un emplacement et n'est pas utilisée, il y a un manque à gagner. Et donc, nous garantissons quelque part à la société Cambio que le système sera rentable pour eux pendant 2 ans. Oui. Alors, la particularité aussi ici du projet, c'est qu'au final, même
c'est tout à fait indépendant, mais au final, nous avons vendu en bloc le projet au logement molenbeekois. Et donc, ce seront 34 logements sociaux qui seront présents. Et donc là, tout le travail aujourd'hui, alors l'immeuble a été livré, il est construit, mais les locataires ne sont pas encore présents dans l'immeuble. Et donc aujourd'hui, un peu comme tu l'as précisé, tout le travail va être évidemment de sensibiliser les futurs habitants, de leur expliquer le fonctionnement et l'utilité d'avoir une voiture partagée. Je pense que ça a d'autant plus de sens ici dans le cadre d'un projet social parce que sur les 34 ménages qui vont y habiter, je pense qu'il y en a très peu qui vont disposer d'une voiture privée vu le poids économique que ça peut représenter chaque mois. Et donc là, le fait d'avoir une voiture partagée, ça va, je l'espère, leur permettre d'éventuellement d'utiliser les transports en commun, le local vélo, et puis le cas échéant, si nécessaire, au cas par cas, d'utiliser la voiture et d'avoir quelque part de compléter leur mobilité aussi en utilisant la voiture Cambio. Oui, c'est un détail important qu'au début, le projet M-Square, ce n'était pas encore des logements sociaux, mais... non, et voilà, autrement, on aurait proposé ce service et cette offre commerciale dans le cadre d'un projet privé. Il se fait ici que finalement, on a eu un accord avec le logement molenbeekois pour qu'ils acquièrent l'entièreté du projet. Oui. Et ce que vous dites, c'est aussi très intéressant, pertinent qu'à Bruxelles, ce ne serait pas si évident de prévoir des emplacements hors sol ou au rez-de-chaussée à l'extérieur. Donc, ce sera vraiment le défi, je crois, de rendre cet emplacement quand même visible et de continuer à communiquer sur l'offre vraiment de façon continue. Et donc, oui, j'espère que ce sera un grand succès pour vous. Je regarde un peu mes questions que je voulais encore poser aussi à Sandrine. Donc, on a parlé des incitations financières. Peut-être, Benoît, ce qui m'intéresse, vous avez un projet donc aussi à Nivelles. Comment est-ce que vous comparerez ces deux projets-là? Est-ce que vous avez déjà maintenant des lessons learned qui peuvent intéresser les participants aussi aujourd'hui? La grande différence à Nivelles, c'est qu'il y avait des créations de voiries. Le projet est situé à côté de la gare. Et comme nous avons créé des voiries, l'emplacement en Cambio est situé sur finalement une voirie publique qui a été rétrocédée. Ce qui fait que la voiture est utilisée aussi bien par les résidents des appartements que par des gens extérieurs tout à fait à la résidence. Et comme c'est à proximité de la gare, je pense qu'il y a pas mal d'émulation et assez un grand succès par rapport à ça. J'ai envie de dire qu'ici, peut-être par rapport à cette problématique, c'est une vraie contrainte, le fait que ce soit finalement que l'emplacement en Cambio ne soit pas visible de l'extérieur et soit seulement en sous-sol, c'est d'essayer peut-être à la conception pour nous promoteurs d'avoir un accès piéton tout à fait distinct des entrées des appartements vers le parking. Oui. Il y a une chose dont les copropriétés ont horreur, ce serait qu'une personne extérieure à leur copropriété rentre dans le parking, utilise l'ascenseur, utilise et puis se promener quelque part dans la copropriété. En termes de sécurité, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas bien vécu, n'est pas bien perçu par les utilisateurs. Et donc, dans la mesure du possible, il faut je pense, essayer d'avoir des accès distincts entre les utilisateurs de la voiture Cambio ou de la voiture partagée et les accès vers les cages d'escalier de la copropriété. Peut-être une autre chose, c'est qu'en fait, Impact propose d'autres services, notamment Cozy Wheels, qui est non plus une voiture partagée, mais là, c'est bien un propriétaire qui partage son véhicule privé avec d'autres voisins, d'autres habitants du quartier. Et donc là, je pense qu'il y a une plateforme qui a été créée par la société Impact. Ça a un avantage puisque finalement, le propriétaire va avoir des économies quelque part sur le coût de sa voiture privée
Et puis, ça a un avantage pour les autres utilisateurs, puisque les conditions d'utilisation de la voiture sont relativement avantageuses. Et enfin, je pense que la société Impact aussi propose notamment des systèmes de voitures partagées, enfin, plus de voitures partagées, mais de vélos cargo partagés. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on réfléchit aussi, nous, d'essayer de se dire, voilà, en contrepartie, quelque part, d'une dérogation sur le nombre d'emplacements de parking, d'aller vers un système de voitures partagées, mais pourquoi pas également vers des systèmes de vélos ou de vélos cargo partagés, ce qui serait intéressant d'utiliser. Absolument. Je crois que c'est une très bonne idée. Et c'est vrai que Sandrine elle a aussi dit que après quelques années, il voulait aussi essayer de sensibiliser les habitants à utiliser le service de Cozy Wheels et de partager leurs voitures entre eux. Et peut-être juste encore rebondir sur le point d'emplacement sous-sol. Je crois qu'à Bruxelles, dans la région, il y a encore quelques grands projets et quelques grandes réserves foncières, réserves foncières, c'est comme ça qu'on le dit, oui. où il y aura quelques emplacements prévus à l'extérieur et évidemment, nous conseillons de réserver ces emplacements-là aux voitures partagées. Comme ça, c'est toujours la voiture partagée qui est la plus facile à utiliser, la plus visible. Donc, même si ce ne sera pas toujours évident de prévoir ça à Bruxelles, je crois qu'il y a quand même encore quelques opportunités. Mais merci beaucoup, Benoît, pour vos conseils et vos expériences. Merci, Suzanne. J'ai vu qu'il y a déjà quelques questions, donc on va essayer de les répondre. Excusez-moi, je vais prendre quelques secondes pour lire les questions. Tout d'abord, une voiture partagée, elle représente un équivalent de combien de voitures privées? Ça dépend. Mais en centre-ville, nous estimons quand même qu'on peut dire qu'une voiture partagée peut remplacer 14 voitures privées. Dans la campagne, c'est différent, évidemment, mais dans une ville comme Bruxelles, une voiture partagée avec un emplacement fixe, elle peut remplacer jusqu'aux 14 voitures privées et même plus. Maintenant, j'avais une question sur les frais de la taxe de circulation, assurance, taxe de roulage. J'imagine que vous voulez savoir qui est responsable pour ces frais-là. Pour le cas de M-Square, c'est repris dans votre contrat avec Cambio, j'imagine. Exact. Donc, il y a des frais d'abonnement mensuels. Et puis, les utilisateurs vont payer un certain montant en fonction du kilomètre qu'ils vont parcourir avec la voiture et avec la durée de location de la voiture. Donc, et dans cette tarification sont repris les frais de taxes de circulation, d'assurance et autres. Donc, tout ça est inclus quelque part dans les frais et dans l'abonnement Cambio. Yeah. C'est en effet un des principes, je dirais, de car sharing, que tous ces frais-là sont inclus dans le prix. Et oui, Benoît parlait de ce contrat de rentabilité. En néerlandais, on dit afnamegarantie. Donc, si la voiture est utilisée, hoe vaker dat de auto gebruikt wordt, hoe meer kilometers er worden gereden en dus betaald door de gebruikers, hoe minder dat Benoît of de projectontwikkelaar moet betalen. Donc, le plus de kilomètres qui sont roulés par les utilisateurs, le moins que le promoteur devra payer à Cambio, comme ce sont les utilisateurs même, les résidents qui payent pour la voiture. Je regarde vite les autres questions. Samantha de Blom me demande que se passe-t-il une fois l'année offerte écoulée? La copropriété reprend le coût et quitte si l'Assemblée générale ne souhaite pas la renouveler. C'est une très bonne question. C'est la raison pour laquelle nous conseillons de le reprendre directement dans la demande de permis d'urbanisme. Comme ça, c'est clair, c'est fixe. Il faut y avoir un emplacement pour une voiture partagée et de le reprendre aussi dans tous les contrats entre, comme l'acte de base, les contrats achat-vente.
Et s'il n'y a pas donc de bons accords avant le projet commence, ce n'est pas clair qui va se passer, je crois, avec la voiture partagée. Et Benoît, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque Non, mais chose. c'est de fait une question qu'on s'est posée. C'est pour ça que nous, enfin, ce n'était pas une condition explicite du permis, c'était dans les considérants. Nous le mettons en œuvre parce que nous l'avons proposé, mais si au fait, de fait, et nous garantissons la rentabilité pour Cambio, mais ça n'a pas de sens de maintenir cette voiture partagée si au final personne ne l'utilise. Si la copropriété, au bout de 2 ans, se rend compte que cette voiture occupe une place de parking quasiment en permanence et que personne ne l'utilise, voilà, ce sera un constat d'échec. C'est dommage, mais oui, je pense que l'Assemblée générale, de fait d'une copropriété, aurait tout à fait la possibilité de mettre un terme à la convention avec Cambio, et Cambio également. Ça doit être une opération win-win, tant pour la copropriété que pour la société qui propose la voiture partagée. OK. Nous conseillerons évidemment de continuer à communiquer sur les avantages pour toutes les parties, comme, en espérant que la voiture sera très populaire. Et normalement, donc, si c'est un système ouvert en centre-ville, normalement, il n'y a pas de souci de rentabilité. Maintenant, je vois encore une question. N'est-ce pas plus possible de prévoir les voitures partagées sur la voie publique à Bruxelles? Je ne comprends pas très bien la question, mais peut-être Eric van der Voorde, si vous voulez éclaircir la question, peut-être si quelqu'un le comprend, n'hésitez pas. Ce que je peux dire, c'est de fait ici, moi, demandeur privé, je ne peux difficilement, dans le cadre de ma demande de permis, proposer l'emplacement d'une voiture partagée qui prendrait une place sur la voie publique. Enfin, je pourrais le proposer, mais voilà, je demande quelque part une faveur au gestionnaire de la voirie publique d'instaurer une voiture partagée à ce moment-là pour mon projet, ce qui n'est peut-être pas souhaité. Par contre, je pense que de fait, des voitures Cambio, des emplacements Cambio sur la voie publique à Bruxelles, il y a fréquemment de nouvelles stations qui s'ouvrent. Et donc, en fonction du succès, je pense que Cambio continue à étoffer son réseau sur l'ensemble du territoire de la région bruxelloise. Mais c'est vrai que quand une commune est au courant qu'il y aura de nouveaux projets de logement avec beaucoup de logements, ce sera une bonne idée de collaborer avec des opérateurs de mobilité partagée pour en effet déjà prévoir plein d'options de mobilité pour diminuer le besoin de la voiture privée. C'est ça que vous voulez demander? Je continue avec les autres questions. Entre-temps, Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Désolé, j'ai eu des soucis. Oui, ma question, c'était s'il y avait moyen de prévoir les emplacements, quand on prévoit un projet de logement, de prévoir ces emplacements en rue. Ça pourrait bénéficier à tout le quartier, du coup, beaucoup plus facilement que de devoir venir sur la parcelle privée. Et voilà, ma question, c'était est-ce qu'il y a moyen de prévoir ça, parce qu'on voit des emplacements Cambio un peu partout en ville. Et pourquoi on ne pourrait pas faire ça lors d'une demande de permis? On n'est pas contraire, mais ça implique que la demande de permis porte également sur l'espace public et la voirie publique. Voilà, simplement. Oui. Fondamentalement, je n'y suis pas opposé, mais il faut voir il faut voir en contrepartie si la demande, par exemple, de dérogation pour mon projet privé peut être couverte par l'implémentation d'une place pour une voiture partagée sur l'espace public. Je ne suis pas fondamentalement contraire à le proposer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait intéressant en tout cas. Oui. Si quelqu'un connaît un exemple, je serais intéressé à en savoir plus.
Frédéric Stiels demande si nous avons de retour d'expérience de voitures partagées dans le cadre d'un copropriété en Flandre, vu qu'à Bruxelles, c'est encore une nouvelle matière. Mais même à Bruxelles, il y a des exemples de projets à Woluwe où ça fonctionne très bien. C'est un système ouvert, ça peut très bien fonctionner. Je ne connais pas les détails. Et ma collègue Esther, je ne sais pas si elle est présente, si tu connais des détails comme ça en Flandre. Sinon, on peut vous contacter par mail aussi. Esther? J'étais en train de, de répondre sur une question pour ajouter quelque chose. Donc, j'ai raté de quelle question on se parle. Het gaat over de vraag van Frederik Stiels, die geïnteresseerd is om te weten hoeveel gebruikers er zijn, hoeveel kilometers er worden gereden in deelwagens, in projecten. Ja, si possible, je vais répondre en néerlandais aussi. Dat is heel moeilijk om te weten. We hebben dat wel nagevraagd bij de aanbieders, maar dat hangt altijd een beetje af van het systeem dat gebruikt wordt. We maken een onderscheid tussen een open en een gesloten systeem. Bij een open systeem worden de wagens gebruikt door de gehele buurt. Bij een gesloten systeem enkel door de bewoners van een project. En in vele gevallen wordt er voor een open systeem geopteerd, waardoor dat we eigenlijk weinig zicht hebben op in hoeverre worden de gebruikers van een specifiek project geteld of in hoeverre weten we wanneer dat er enkel gebruikers van één project de wagen gaan, of bewoners liever van een project de wagens gaan gebruiken. En meestal wordt dat over de hele buurt bekeken. Dus we hebben wel cijfers, bijvoorbeeld hoeveel gebruikers zijn er voor één deelwagen, maar in hoeverre dat die gelinkt zijn aan een woonomgeving of een woonproject, dat is altijd moeilijk om te zien. We weten wel natuurlijk dat als het om een open systeem gaat, dat er altijd meer gebruikers zijn. Dus vandaar dat wij ook altijd aanraden om het systeem zo open mogelijk te stellen, zodat er meer gebruikers zullen zijn. We zien dat bij de gesloten systemen, de voorbeelden die er daarvan zijn in Vlaanderen, dat het gebruik daalt, maar exacte cijfers hebben we daar niet over. Okay. Dankjewel, Esther. Et je vois encore une question. Comment gérez-vous les accès à la voiture Cambio se trouvant au sous-sol via un badge? Question. Donc, tout d'abord, l'accès au garage. Ça, je ne sais pas très bien, mais comme Benoît a déjà dit que ce sera bien que dans le futur, pour les grands projets, ce sera bien s'il y aura aussi un accès aux non-résidents. Puis, la voiture Cambio s'ouvre effectivement via un badge. Vous avez toujours une carte Cambio que vous pouvez aussi mettre sur votre carte mobile, par exemple. Et c'est vrai que de plus en plus, vous pouvez aussi ouvrir la voiture avec votre smartphone, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, si vous êtes en sous-sol et il n'y a pas la connexion smartphone, vous pouvez toujours ouvrir la voiture avec votre badge. J'espère que j'ai bien compris votre question et j'ai bien répondu. Peut-être juste pour compléter ici, de fait, les gens qui ont l'abonnement Cambio vont pouvoir utiliser la voiture dans le sous-sol, mais également bénéficier d'éventuellement louer une voiture sur l'ensemble des stations Cambio. Donc, ça ne se limite pas à la seule voiture dans leur parking, mais ils vont pouvoir utiliser les services de Cambio partout en Belgique. Par rapport aux accès, donc oui, de fait, pour accéder et rentrer dans la voiture, il y a un badge, je pense. Pour rentrer dans le parking, il y a une télécommande et le logement molenbeekois a défini des accès avec badge également. Donc, et eux ont l'intention éventuellement d'essayer d'ouvrir l'accès à la voiture, non pas juste aux 34 logements, mais également à d'autres immeubles voisins du logement molenbeekois. Et donc, d'autres utilisateurs et d'autres locataires du logement molenbeekois devraient avoir également accès à la voiture partagée reprise au niveau du parking. Okay. Et je peux dire que pour les autres opérateurs de mobilité partagée, de voitures partagées, souvent ils travaillent aussi avec un badge si nécessaire.
le plus important, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir une clé, parce que ça, c'est évidemment plus difficile. Il y aura toujours d'autres alternatives pour ouvrir une voiture partagée. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Donc, c'était moi qui avais posé cette question-là. Donc, si je comprends bien, la voiture Cambio, c'est un peu une voiture Cambio qui est réservée uniquement aux habitants du logement et qui va être étendue aux habitants du logement molenbeekois. Et donc, cette voiture Cambio n'est pas reprise dans la liste des stations Cambio? Pour l'instant, pas. Pas pour l'instant, non, parce que de fait, on ne peut pas garantir à la place du propriétaire que monsieur ou madame tout le monde puisse accéder au parking privé de l'immeuble. Oui, c'était pour ça ma question sur les accès, etc. Mhm. Donc, si je comprends bien, alors c'est un peu une version Cambio privée. On peut dire ça, quoi. On peut le voir ainsi. C'est vrai que c'était une voiture partagée. Pourquoi on a fait appel à Cambio? Parce qu'eux ont l'expérience de ce type de système. Pour nous, purs promoteurs immobiliers, c'est difficile. Allez, il y a vraiment un savoir-faire, je pense, de la part de Impact et de Cambio par rapport à l'implémentation d'une voiture partagée. Dans le cas présent, vous l'avez la faire bénéficier aux futurs résidents et aux habitants de l'immeuble. Et donc, elle aurait été réservée aux 34 ménages, avec la faculté aussi pour ces 34 ménages de bénéficier des autres voitures de station Cambio. À l'inverse, c'est vrai qu'il n'était pas garanti que les autres utilisateurs Cambio puissent bénéficier de cette voiture-là. Tout à fait. Et alors, j'ai une question qui découle. Est-ce que vous pensez que vous avez eu plus facilement accès à Cambio parce que c'était des logements sociaux? Non, parce puisque j'ai pris contact avec Cambio dans le cadre de l'instruction de la demande de permis et qu'à l'époque, on n'avait pas du tout l'intention de... Enfin, on n'avait aucun contact avec le logement molenbeekois. C'est venu qu'après. Les premiers contacts avec le logement molenbeekois et la SLRB ne sont venus que postérieurement à l'obtention du permis. Donc, la proposition de mettre une voiture partagée n'est pas liée initialement à l'implémentation de logements sociaux. Ok, je vous remercie en tout cas. Et juste pour ajouter que dans notre guide, vous trouverez donc l'offre de différents opérateurs qui ont tous leurs spécificités et pouvez toujours voir pour votre cas qui peut être l'opérateur le plus adapté à vos besoins. Oui. Frédéric Stills donne une bonne conclusion que c'est un petit investissement pour le promoteur pour obtenir un permis, c'est vrai. Il faut juste se rassurer que vous continuez la communication et le budget pour assurer que la voiture partagée sera aussi un succès. Je ne vois pas d'autres questions. Je vous donne encore l'occasion de la poser si vous voulez. En tout cas, je vais vous envoyer tous la présentation d'aujourd'hui, notre guide en français et en néerlandais. Je vous remercie pour participer à notre webinaire aujourd'hui. Benoît et Martin aussi, merci beaucoup pour vos interventions. C'était très, très intéressant d'avoir une expérience sur le terrain. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore d'autres questions. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci Suzanne, à bientôt. Bye.